Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo update lecture. Je sais même plus comment commencer les vidéos parce que là, ça fait tellement longtemps les updates lecture que j'en ai pas fait hors plib. La dernière vidéo que j'ai dû tourner c'était peut-être en juillet. Les livres dont je vais vous parler datent de fin avril. D'habitude je fais 3 livres par vidéo. Là je vais plutôt en faire 4 parce qu'il y a le premier dont je vais vous parler. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog numéro 3. Et j'ai pas grand chose de plus à en dire. En plus c'est un livre que je n'ai pas trop aimé, que je vais pas m'attarder dessus et après on parlera des 3 autres. Donc le premier livre dont je vais vous parler, et il s'agit de celui que j'ai le moins aimé de cette update lecture, donc La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott. En tout est noté, je vais être transparent avec vous, j'ai vraiment lu le dernier chapitre en diagonale. Franchement j'en pouvais plus. Donc dans cette histoire-ci, on découvre une jeune femme, enfin une femme même, qui découvre en fait que son compagnon la trompe, son compagnon de plusieurs années. Bien sûr, ça remet beaucoup de choses en jeu dans sa tête parce qu'elle était vraiment prête à se poser. C'est une photographe de renom et donc elle voyageait assez dans le monde. Et là, elle était prête à se poser, à fonder quelque chose avec lui. Et au final, badaboum, tout se casse la binette. Du coup, dépitée, elle décide de revenir dans sa ville d'enfance, une petite ville en Allemagne, parce que nous sommes en Allemagne dans ce livre-là. Et en parallèle, on va découvrir l'histoire de sa grande-tante américaine, donc, qui est originaire de son petit village, qui a émigré aux États-Unis un peu avant la Seconde Guerre mondiale, donc dans la fin des années 30. Et donc cette tante-là, qui a aujourd'hui 80 ans, va essayer de transmettre à sa petite nièce son vécu, ses expériences de la vie, etc. Donc il va y avoir un dialogue entre ces deux femmes et on va vraiment suivre les deux temporalités, celle de la femme actuelle en Allemagne et celle de sa grande-tante dans les années 30, dans le New York des années 30 pour être plus précis. Et ce livre-ci, franchement, a clairement un problème de rythme pour moi, je le dis bien pour moi. C'est très lent, je trouve qu'il se passe pas énormément de choses et de ce qui se passait, ça me transcendait pas. Si on parle de la partie contemporaine actuelle, clairement, elle était plus là pour mettre en valeur le récit des années 30, vraiment remettre le contexte. On voit un petit peu Marie quand elle est plus vieille, Marie étant la jeune femme des années 30. Je pense que l'autrice a vraiment voulu faire un livre à la baignée de tomates vertes, donc avec ce dialogue entre deux femmes et ses allers-retours avec le passé. Mais pour le coup, on aurait pu s'en passer en fait de cette partie-là, clairement. Et alors pour les années 30, j'ai vraiment adoré les descriptions des années 30, c'était hyper immersif, ça, l'autrice a vraiment fait un énorme travail dessus, c'est juste trop ouf, on s'y voit vraiment, c'est cinématographique, voilà, on est vraiment bien représenté et ça j'ai adoré en fait, quand elle faisait ces descriptions là de l'ambiance des années 30, dans ce New York là, aux alentours du pont de Brooklyn, dans Long Island, enfin franchement c'était juste trop top. Après ce qui se passe vraiment dans l'histoire, voilà, c'est pareil, ça m'a pas transcendé. Comme je vous l'ai dit, la toute fin, la résolution de l'histoire d'amour de Marie, je l'ai zappée parce que en fait j'en avais un petit peu rien à faire. Et voilà, c'était un livre franchement qui promettait pas mal de choses, mais je pense que l'autrice s'est trop perdue dans les descriptions en fait des années 30 qui sont juste sublimes, excellentes, et au détriment pour moi de l'histoire et du rythme en fait. Ensuite, dans un style complètement différent, j'ai voulu de l'histoire d'amour à ce moment-là et je suis partie dans L'amour est dans le chai de Tamara Bandiana, le tome 2 du Domaine des Manons. Et en toute honnêteté, maintenant que j'ai complètement fini la série, c'est le tome que je l'ai le moins aimé. Donc dans cette histoire-ci, on découvre Léonie, la fameuse Léo du premier tome. Donc Léonie qui est la petite sœur de la meilleure amie de Solène et qui est un petit peu dans un coup de mou dans sa carrière théâtrale puisqu'elle est comédienne à Paris et en fait en ce moment elle n'a plus de contrat. Et sa grande sœur Laetitia du coup la sollicite parce qu'elle actuellement est très enceinte et doit prendre son congé maternité et elle lui demande est-ce que tu peux pas me remplacer pendant 2 mois en tant que je crois qu'elle fait la gestion de l'événementiel du Domaine des Manons, le travail de son mari. Et bon Léonie elle va dire oui parce qu'elle a plus de contrat, elle a pas de quoi se nourrir, même si elle est pas fan du village de Cadenel qu'elle a quitté en fait quand elle était très jeune. Elle préfère la vie parisienne et tout, mais donc là elle n'a pas trop le choix, il faut bien qu'elle vive, donc elle va aider sa sœur au domaine.
Et en parallèle, on découvre Enzo, qui est un jeune homme pareil du même village, qui était le voisin de Léonie et Laetitia quand il était petit. Léonie et lui, ça a toujours été très très conflictuel, sauf que là, il est devenu le maître de chai du domaine des moineaux. Lui, c'est vraiment son rêve, il vit vraiment pour ce métier-là. C'était un petit peu son but ultime d'être maître de chai de ce domaine-là, du domaine de son village. Et il y est arrivé, donc il est très très content. Et là, il redécouvre Léonie, son ennemi juré. Et elle, pareil, elle le redécouvre. Et là, ça va être, voilà, embrouillade. Donc c'est une romance Enemies to Lovers. Et comme je vous l'ai dit, c'est le livre que j'ai le moins aimé. Les livres, les romances Enemies to Lovers, c'est quand même assez redondant, j'ai envie de dire ça. J'adore la plume de Tamara Daliana, j'adore le village de Cannelle, mais effectivement entre Léonie et Enzo, on sait comment ça se finit, enfin c'est couru d'avance quoi. Mais alors il y a un gros plus dans ce roman et qui fait que je l'aime bien, parce que c'est une transition entre ce que Tamara nous a proposé dans le premier tome et ce qu'elle va nous proposer dans les tomes 3 et 4. En fait, on découvre vraiment le groupe des célibataires malgré elles. Ces jeunes femmes qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, qui font toutes les soirées célibataires du village de Cannelle et qui sont devenues ce petit groupe d'amis un peu, ben voilà, célibataires malgré elles, comme c'est dit. Et en fait, Léonie va devenir très proche d'elle, même en faire un petit peu partie, même si elle n'est pas une célibataire mais malgré elle, puisqu'elle ne cherche pas l'amour. Elle va le trouver malgré elle, on va dire ça comme ça. Et en fait, on découvre ces trois jeunes femmes et Léonie et ce quatuor en fait marche très bien. Elles sont juste trop choupinettes toutes les quatre. Donc on a Elena, on a Romy, on a Oriane et franchement on les adore juste toutes. C'était pour moi ce gros plus de ce roman. Franchement j'ai pas grand chose à en dire, c'est une petite romance sympathique. C'est pas le coup de cœur que j'ai eu pour clairement L'amour sans mail et c'est pas le coup de cœur que j'ai eu pour le 4e tome. Donc voilà pour ce tome-ci. Et dans un style encore différent, donc là on entame les romans que j'ai lus lors du mois de la fantaisie. Et le premier que j'ai lu, il s'agit des Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire, cadavre haché, vampire fâché de Maëlle Desarts. Et en fait, gros coup de cœur pour ce livre. Ça faisait quelques temps qu'on l'avait vu tourner sur les chaînes YouTube au moment où il était sorti en fait. Il me donnait très envie. Et quand j'ai eu l'opportunité de le recevoir pour le clip, j'étais plus qu'heureuse. J'ai mis du temps à lire, hein, comme tout. Donc il était sélectionné au clip 2021. Même si c'était un de mes favoris, il n'a pas passé la phase des sélections. Et c'est vraiment bien dommage parce que moi ça a été un coup de cœur clairement. Donc dans cette histoire-ci, on découvre Esther Parmentier qui découvre un peu malgré elle qu'elle est une sorcière et qu'en fait le monde existe avec des créatures fantastiques qui font en sorte de n'être pas découvertes. Donc on a bien des vampires, on a des djinns, on a des fantômes, on a des sorcières, on a des loups-garous et bon bah Esther Parmentier n'a pas de chance et se retrouve basculée dans ça. Et dans la fameuse brigade, je ne sais plus quoi, c'est une brigade de créatures surnaturelles. Donc, cette brigade surveille un petit peu ce que font les créatures surnaturelles et fait en sorte qu'elles ne soient pas découvertes. Et elle fait équipe avec un vampire sur un sujet de cadavres démembrés. Et en fait, c'est juste hilarant, mais c'est vraiment trop drôle. Je m'attendais à un truc assez jeunesse, mine de rien, et en fait c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que j'ai eu, et franchement, je sais pas si c'est moi qui le pensais, ou si c'est les éditeurs qui l'ont rangé dans de la jeunesse, mais c'en est pas du tout. Esther est très drôle, mais il y a beaucoup de références et de blagues un petit peu, enfin vous voyez, en dessous de la ceinture, c'est drôlement dit, mais voilà, c'est un peu ça. Tous les personnages sont vraiment plus barrés les uns que les autres. J'ai eu qu'une envie en finissant cette enquête, parce qu'elle se clôt à l'enquête à la fin de ce tome, c'est en fait de retourner dans l'aventure, de retrouver tous nos personnages. Et alors le tome 2 est sorti il y a peu de temps, je freine pour l'acheter parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Je me suis posé la question d'ailleurs pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est actuellement en ce moment, au moment où je filme cette vidéo, si je me l'achetais pas exprès pour. Et en fait non, j'ai beaucoup trop de livres à lire donc je me suis un peu réfrénée. Mais il va y passer très bientôt parce que c'était juste excellent. Il y a des références de la pop culture mais très bien placées,
très très drôle. Et en fait, vous le verrez avec le 4e tome dont je vais vous parler, il y a une référence que je n'avais pas. Et c'est ça, je crois que je l'ai déjà dit dans mon vlog, qu'en fait j'ai compris en lisant le livre que je vais vous présenter après. C'était très bien joué de la part de l'autrice parce qu'en fait, on voit ces références. J'ai vraiment aimé ces références, j'ai vraiment aimé cet humour, enfin c'est exactement ce que je recherche dans un roman de fantasy ou de fantastique. Moi ça me fait mourir de rire et voilà, c'était vraiment un très très beau roman. Il y a de l'action, il y a des personnages, enfin comme je vous dis, tous aussi dingues les uns que les autres et moi c'est pour me plaire. Bref, vous l'aurez compris, c'est un gros coup de cœur. L'enquête se tient, les personnages sont drôles, il y a des références à tout va, il y a un humour présentant tout le long de ce roman et j'adore. Et donc, ce fameux livre dont je n'avais pas la référence dans Esther Parmentier, il s'agit du premier tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, donc la 8e couleur. Ce tome-ci, j'en avais peur, j'en ai beaucoup entendu parler du coup des Annales du Disque Monde. En vraiment bien. Et en fait, en lisant les avis de ce premier tome, j'ai vu qu'il y avait un petit peu, en gros, deux poids, deux mesures. Les gens, soit ils aimaient, soit ils détestaient, mais vraiment ils y accrochaient pas du tout. Et ça m'a fait peur que ce soit autant clivant, ce roman, parce que je me suis dit, attends, franchement j'en entends toujours que du bien, comment ça se fait qu'il soit autant clivant ce premier tome? Et en lisant certains commentaires, c'est qu'ils l'ont pas aimé au premier abord, mais quand ils ont avancé dans l'histoire, ils ont adoré en fait, en y revenir. Et du coup, ça me faisait un peu peur. Je vais peut-être vous dire de quoi ça parle avant. Donc nous sommes dans un monde un peu spécial, le Disque Monde, qui est un disque soutenu par des éléphants, qui est sur une tortue qui navigue dans l'espace. Donc les gens sont conscients de ça, hein, sur ce Disque Monde tout plat. De toute façon, au bout d'un moment, si tu vas plus loin que le disque, tu tombes. donc ils sont dans ce Disque Monde, et dans ce Disque Monde, il y a plusieurs royaumes. Et on suit particulièrement Rincevent, qui est un magicien un peu couard, on va dire, et qui se retrouve en charge d'un touriste. Un touriste un peu spécial, mais qui veut visiter son royaume. Donc il se retrouve malgré lui guide, et il leur arrive tout un tas d'aventures. Mais vraiment tout un tas d'aventures. Et donc, la petite référence que je n'avais pas, c'est que Rincevent, le nom du magicien, qui a un cycle complet, hein, parce que les Annales du Disque Monde sont quand même 30 tomes, je crois. Vaut mieux les commencer en numérique comme j'ai fait, parce que sinon, j'aurais jamais la place dans ma bibliothèque. Et en fait, dans Esther Parmentier, il s'agit du nom d'un chat. Et c'est là que l'on voit que Maëlle Desarts donc, avait en référence notamment l'univers de Terry Pratchett. Et après avoir lu ce premier tome, oui, c'est le genre d'humour que j'adore et que l'on retrouve notamment dans Esther Parmentier. C'est de l'absurde. C'est vraiment un humour très anglais. Enfin, si vous aimez Sacré Graal, les Monty Python, La vie de Brian, où il faut vraiment prendre au second degré hein, tout ce qui se passe, vous allez adorer. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Ça m'a conforté dans le sens où je pensais que Terry Pratchett allait me plaire après ce que j'avais lu, hein, des Poisons de Catarse. Parce que moi, c'est ce genre d'humour auquel j'adhère depuis que je suis... De toute façon, on me met une scène avec des noix de coco, moi, ça fait... Si vous avez vu Sacré Graal, vous comprenez, mais moi, ça me fait mourir de rire à chaque fois. La fille qui rigole toute seule en pensant à Sacré Graal. Et c'est ce genre d'humour, moi, que j'aime. C'est subtil, quand même. Il y a certaines choses qui sont très subtiles. Notamment le fait que Terry Pratchett, au tout début de la description du tourisme, nous dit qu'il a 4 yeux. Si on le prend vraiment au pied de la lettre, 4 yeux, ben on imagine 4 yeux, enfin 2 yeux de chaque côté. Puis si on réfléchit, attends, c'est un touriste, il a des petits indices, il a quand même une malle qui trottine derrière lui, mais il a une espèce de chose qui prend des photos en bandoulière, enfin vous voyez, genre il a des habits très bizarres. Et là, tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, ce touriste, c'est toi qui vas partir dans un pays étranger, et c'est quoi 4 yeux? Eh ben c'est ça, c'est des lunettes. Et en fait, c'est des choses comme ça, très subtiles, qui font, tu te dis, c'est un monstre, en fait, il est chelou, ce gars, il a 4 yeux, mais en fait, non, il a juste des lunettes, et en fait, c'est vraiment la personnification
du touriste de base qui découvre genre oh c'est génial, oh les indigènes que faites-vous, enfin même un petit peu ce petit côté-là genre le gars qui va aller en, je sais pas, en Malaisie ou en Birmanie qui va faire clic 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 clic, qui va trouver ça tout magnifique et c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'il y a un sous-texte en fait. Et c'est intelligent. Je sais pas comment le dire, mais moi je l'ai vu, il y a une petite critique de notre société dans ce roman-ci. On a envie d'avoir le second tome parce que le premier tome il se termine. Bon, en fait, on veut retrouver notre petite touriste Rincevent, notre magicien préféré, pour voir ce qui va leur arriver parce que franchement, il passe partout dans ce premier roman. Et un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé également dans ce premier tome, c'est le personnage de la mort, qui je sais revient régulièrement. Donc dans les annales du Disque Monde, mais je l'ai trouvé déjà très bien écrit, très drôle, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Bref, c'était vraiment un très bon premier roman en fait, pour mettre en place les annales du Disque Monde. J'ai qu'une hâte, c'est de replonger dedans. Et je pense que ça sera peut-être pour l'année prochaine, pour le prochain mois de la fantaisie. Donc voici pour mes 4 dernières lectures. Mais en fait non, pas du tout, mes 4... Voilà, mes 4 lectures. On va dire ça comme ça. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous.